Bienvenue sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, notre photo du jour nous emmène en Arabie Saoudite où un jeune prince suscite la curiosité du monde entier. Son nom, Mohamed Ben Salman, ou MBS pour les intimes, sémillant trentenaire, devenu seul héritier de la monarchie à la surprise générale en juin 2017, selon le bon vouloir de son père, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Dès 2016, MBS s'est fait le champion d'un plan de réforme, vaste programme de privatisation et de développement culturel et touristique. MBS qui a également marqué des points dans l'opinion mondiale en faisant des concessions sur le plan sociétal, comme par exemple en faisant disparaître des rues la redoutée police des mœurs ou en autorisant les femmes à conduire. Mais pour autant, nous allons voir dans cette émission que ces ouvertures sont en réalité en trompe-l'œil et ne doivent pas faire perdre de vue ce qui demeure les deux priorités de l'Arabie Saoudite, la rivalité avec l'Iran pour prendre le leadership régional et religieux et bien sûr la transition du pays vers l'après-pétrole. Alors il faut commencer par rappeler que l'Arabie Saoudite, c'est le plus vaste État du Moyen-Orient avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Encadrée à l'ouest par la mer Rouge et à l'est par le golfe Persique, elle occupe à elle seule les 4/5 de la péninsule arabique. C'est un pays grand comme 4 fois la France, mais qui est également 2 fois moins peuplé. À peine 33 millions d'habitants vivent dans cet immense désert, ponctué d'oasis, et avec 15 habitants au kilomètre carré, la densité moyenne en Arabie Saoudite est celle d'un département rural français. L'Arabie utile est centrée sur Riyad, la capitale du royaume et la plus grande métropole du pays. Riyad, c'est le cœur à la fois historique, politique et économique du pays, et c'est autour de ce pôle central que gravitent deux périphéries dynamiques, le littoral du golfe Persique d'abord à l'est, où se trouvent les grands gisements de pétrole qui ont fait la fortune du pays au XXe siècle et dont l'Arabie Saoudite reste l'un des premiers producteurs mondiaux. La province du Hedjaz ensuite à l'ouest, qui abrite notamment le port de Djeddah, deuxième ville du pays. Outre Jérusalem, l'islam compte 2 lieux saints, les villes de Médine et de la Mecque, qui sont l'une et l'autre situées ici, au Hedjaz. La puissance du royaume saoudien repose d'ailleurs sur l'alliance de ces deux piliers essentiels, le pétrole d'une part et l'islam d'autre part. L'islam pratiqué en Arabie Saoudite est majoritairement d'obédience sunnite, c'est-à-dire juridiquement fondé sur la Sunna, la compilation des actions exemplaires du prophète Mahomet. C'est la branche majoritaire de l'islam, et l'Arabie Saoudite se considère de ce fait comme le guide naturel des musulmans dans le monde. L'argent du pétrole permet notamment de distribuer massivement des Corans sur tous les continents, mais surtout de financer des mosquées et des centres islamiques via la puissante Ligue islamique mondiale, créée en 1962 à la Mecque. D'abord présente en Afrique et en Asie, et dans une quarantaine de pays à présent, la Ligue islamique mondiale diffuse une vision particulièrement stricte et rigoriste de l'islam sunnite, la doctrine wahhabite. Depuis 1932, la famille Saoud au pouvoir a fondé sa légitimité politique sur cette doctrine religieuse, mais le wahhabisme est aussi accusé d'avoir encouragé le terrorisme islamiste international. Et c'est au moment où l'Arabie doit répondre de ces accusations que le deuxième pilier de sa puissance, à savoir le pétrole, commence lui aussi à s'éroder. Découvert dans les années 30, le pétrole a brusquement transformé la société nomade traditionnelle en une population sédentaire et citadine. Aujourd'hui, 80 à 90% des revenus du pays sont liés aux produits pétroliers. Or, en 2014, le prix du baril de brut s'est effondré et se stabilise depuis à un niveau relativement bas, trop bas en tout cas, pour permettre à l'Arabie de continuer à financer son fastueux train de vie, et c'est dans ce contexte que s'inscrivent les changements politiques et économiques actuels. Au niveau politique d'abord. Depuis l'arrivée au pouvoir du roi Salman en 2015, Riyad connaît une véritable révolution de palais. Des fils d'Abdelaziz ibn Saoud, le fondateur de l'État saoudien, Salman est le dernier à monter sur le trône, car contrairement à ce que voulait la tradition, il a évincé le dernier de ses frères prétendant à sa succession, au profit de cet homme-là,
son fils préféré, Mohammed Ben Salman. La nomination de MBS comme prince héritier témoigne de l'émergence d'une nouvelle génération et vise à changer l'image conservatrice du royaume. Mohammed Ben Salman a d'ailleurs impulsé des changements majeurs sur le plan économique et social depuis son accession au pouvoir et a notamment lancé en 2016 un vaste programme de réformes censé préparer l'Arabie à la fin du pétrole. L'Arabie prévoit ainsi d'exploiter d'autres gisements que les champs pétrolifères, les gisements d'or, de cuivre ou les mines de phosphate par exemple, mais aussi de développer d'autres ressources naturelles comme l'énergie solaire. En 15 ans, Riyad compte ainsi multiplier par 6 les revenus non pétroliers et créer 450 000 emplois dans le secteur privé pour les Saoudiens. L'un des projets phares est la création d'une mégalopole de 26 000 km² le long du golfe d'Aqaba, juste en face du Sinaï égyptien. La construction de Neom, c'est son nom, est estimée à 500 milliards de dollars. Toujours sur le littoral de la mer Rouge, un autre projet touristique d'envergure est à l'étude, dans des îles artificialisées où pourraient être ainsi autorisés tous ces divertissements interdits sur la terre sacrée d'Arabie. Au total, c'est une dizaine de villes nouvelles qui devraient sortir des sables en 15 ans, financées par la privatisation partielle de Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale. Avec 2 000 milliards de dollars, le fonds souverain saoudien ainsi constitué deviendrait le plus richement doté au monde, devant celui de la Norvège, 954 milliards, et devant celui d'Abu Dhabi, 828 milliards. On l'aura compris, le programme annoncé en avril 2016 par MBS est une réponse profonde et ambitieuse à la fin de la manne pétrolière. Trop ambitieuse d'ailleurs peut-être. D'abord parce que les méga-projets précédents n'ont en fait jamais vu le jour. Ensuite parce que ce réformisme doit s'accompagner d'une adhésion de la population. Adhésion de la population d'autant plus cruciale pour le camp réformateur qu'on va le voir maintenant. L'Arabie saoudite est aussi confrontée à l'extérieur de ses frontières à un autre défi majeur. Ce grand défi, c'est de maintenir son leadership au sein du monde musulman en s'appuyant sur les populations sunnites afin de contrebalancer l'influence grandissante de l'Iran et du chiisme, l'autre grand courant de l'islam. En Irak d'abord, les chiites ont largement repris les rênes du pouvoir depuis la chute du régime sunnite de Saddam Hussein en 2003. En Syrie, la minorité alaouite, une secte dissidente du chiisme, dont est issu le clan Assad, est toujours au pouvoir, malgré 4 ans de guerre. Au Liban, enfin, le Hezbollah chiite est régulièrement accusé d'influencer largement la vie politique intérieure. Pour l'Arabie saoudite, un arc chiite est donc en train de se déployer du Moyen-Orient jusqu'à la Méditerranée, et le royaume sunnite s'inquiète des risques de déstabilisation à toutes ses frontières. En mars 2011, l'Arabie saoudite est donc intervenue militairement à Bahreïn lors des printemps arabes pour soutenir la dynastie sunnite au pouvoir contre les manifestations de rue organisées par les chiites qui représentent plus de 65% de la population. Depuis mars 2015, elle intervient également au Yémen contre la minorité houthi, chiite et prétendument soutenue par l'Iran. Enfin, dès l'éclatement du conflit syrien, l'Arabie saoudite s'engage dans la coalition internationale dirigée par les États-Unis pour affaiblir et si possible renverser un régime allié de Téhéran. Mais ce que l'Arabie craint par-dessus tout, c'est que cette influence déstabilisatrice de l'Iran n'atteigne son propre territoire. En effet, si les sunnites représentent l'écrasante majorité de la population, l'Arabie compte également 10 à 15% de chiites, regroupés notamment ici, dans la région d'Al-Assa, le long du golfe Persique. Et c'est là, précisément, que se trouve la quasi-totalité des gisements de pétrole et des réserves gazières. C'est donc de là aussi que partent les principaux pipelines qui innervent le pays jusqu'à Riyad et jusqu'aux rives de la mer Rouge. Une déstabilisation de l'est du pays, on l'aura compris, mettrait donc à rude épreuve toute l'organisation du territoire saoudien et de son économie. En conclusion, il faut bien sûr rester lucide sur ces ouvertures en trompe-l'œil dont tente de nous convaincre le très habile MBS.
Ne pas oublier par exemple qu'en août 2017, un adolescent de 14 ans était arrêté par la police saoudienne pour comportement public inconvenant après avoir publié une photo de lui en train de danser sur un passage piéton de Jeddah. Loin d'être unique, ce genre d'affaires reste monnaie courante dans le royaume. Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'histoire de Raif Badawi, blogueur saoudien condamné fin 2014 à 10 ans de prison, 10 ans d'interdiction de sortie du territoire et 1000 coups de fouet pour insulte à l'islam. Son crime, animer un site internet qui plaide pour un État laïque, pour les droits des femmes et pour la liberté d'expression. Ainsi, il ne faut pas être dupe. La monarchie qui souhaite aujourd'hui donner l'image d'un pays en pleine évolution garde en réalité plus que jamais un contrôle étroit sur la société. Et pour aller plus loin, le livre de Franck Tétart chez Armand Collin, La péninsule arabique, cœur géopolitique du Moyen-Orient, un ouvrage qui propose une géographie complète, à la fois économique et politique. Et parce qu'il n'existe pas un islam, mais des islams politiques, cet ouvrage collectif sous la direction de Nabil Mouline et Sabrina Mervine, chez CNRS Éditions. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.